Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Renaud Dutreil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, ancien ministre des PME. J'aime le rappeler parce que c'est intéressant, puisqu'on parle des ordonnances qui sont là notamment pour donner une bouffée d'oxygène aux patrons de PME, aujourd'hui reconvertis dans la finance, président de Mirabeau Private Equity. Bon, ça y est, on en a beaucoup parlé, on a enfin le contenu des ordonnances qui vont réformer le Code du travail dès la fin septembre. Est-ce qu'en votre fort intérieur, vous êtes intimement convaincu que cette réforme aura des effets bénéfiques sur l'emploi? Parce que c'est ça l'alpha et l'oméga, on a un problème de chômage de masse en France. Oui, vous avez raison de le rappeler, l'objectif de cette réforme, ce n'est pas de faciliter la vie des chefs d'entreprise ou de faciliter la vie des salariés, c'est de s'attaquer au problème du chômage qui est une exception française. Et nous n'avons pas réussi au cours des 20 dernières années à trouver la solution. Nous savons qu'une partie de la solution vient de la flexibilité. Il y a dans ces réformes exactement toute la panoplie de solutions pour que la flexibilité soit mise en œuvre en France. J'entendais Laurent Grassin dire « on attend la sécurité ». Mais la sécurité, elle existe déjà en très grande partie dans notre système. Ce qui manquait surtout, c'était la flexibilité. Et comme vous l'avez d'ailleurs rappelé il y a un instant, la vraie sécurité pour le salarié, c'est 1, pouvoir retrouver facilement un emploi, et 2, la formation professionnelle. C'est ça qui va permettre à un très grand nombre de salariés de pouvoir retrouver un emploi. Donc c'est une réforme qui est très complète, à la fois sur la sécurité et sur la flexibilité. On est sur une vraie réforme. Est-ce qu'on est ou on n'est pas sur la révolution qui nous a été promise? Parce que certains disent qu'on reste dans l'épure de la version 1 de la loi travail, de la loi El Khomri de l'an dernier, et que c'est malgré tout moins ambitieux que prévu, parce que le rôle de la branche, qui reste quand même prépondérant par rapport à ce qui avait été annoncé au départ, ou le fait de négocier un accord d'entreprise sans passer par un délégué syndical, ça sera ouvert pour les entreprises jusqu'à 50 salariés. On sait que le gouvernement voulait jusqu'à 300 salariés. Alors, politiquement, c'est une révolution. Techniquement, c'est le fruit d'une concertation. Donc, politiquement, il faut bien voir que tous les gouvernements précédents ont échoué sur ce type de réforme. Ils ont reculé ou ils ont refusé de les faire, et on peut remonter au gouvernement de droite, au gouvernement de gauche. Donc il s'agit bien là d'un acte extrêmement courageux, mais qui a été très bien préparé, puisqu'il faisait partie intégrante de la du campagne programme présidentielle d'Emmanuel Macron, à laquelle vous avez participé. et que les Français ont validé cette réforme. Il ne faut pas oublier que les Français ont dit oui à cette réforme. À 24% au premier tour. Et à plus de près de 60% au deuxième tour. Donc ça dans s'appelle la contexte... démocratie. Si on conteste la démocratie, évidemment, on peut choisir un autre régime, une dictature, la rue qui décide, etc. Mais nous sommes dans une démocratie, et donc le président a été élu avec un programme. Ce programme incluait la réforme du droit du travail. Et donc c'est très important de voir un président de la République qui tient parole. Première chose. Ça nous change. Techniquement, il y a eu beaucoup de concertations. Et il y a enfin, on le sent en France, une évolution des syndicats, du blocage, du non pour le non, à une vraie discussion avec un échange. Et ça, c'est un grand progrès aussi sur le plan du dialogue social en France. Je félicite, moi, le président de la République d'avoir réussi à casser, c'est une glasnost, à casser cette barrière de glace qui empêchait les partenaires sociaux d'échanger avec le gouvernement et de trouver des solutions. Donc on voit bien, il y en a qui ne sont pas contents, il y en a qui sont contents. La plupart de ceux qui ne sont pas contents, c'est des gens, la plupart du temps, ils n'ont jamais créé un seul emploi de leur vie et ils viennent donner des leçons. On connaît ça, c'est la France, l'absence de pragmatisme. Vous pensez à qui? Les mélenchonistes, si vous voulez, tous ces gens qui sont dans la rue, qui disent ceci, cela, ils n'ont jamais. Pardon, mais même Laurent Berger, là je vous trouve un emploi. petit peu dur. Laurent Berger, encore une fois, partenaire privilégié des réformes qui ont été menées en France ces dernières années, de la CFDT, le gouvernement a privilégié la flexibilité au détriment de la justice sociale. Est-ce que malgré tout, mais c'est assumé par le gouvernement, la balance penche plutôt, mais c'est pour créer des emplois, vers plus de flexibilité? Alors, aussi, une chose très importante, et donc plus il de ne faut précarité. pas aborder ce type de réforme sur le plan idéologique. Il faut regarder si ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la réforme, mais il faudra évaluer cette réforme. Il faudra, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, regarder les chiffres du chômage. Et puis, si on voit que le chômage a fortement diminué en France, eh bien, rendre hommage à ceux qui ont eu le courage aujourd'hui de faire ce type de réforme. Je vous coupe, est-ce qui a été fait chez nos voisins italiens? Il y a eu un job chez voilà. Renzi.
Le taux de chômage, vous savez à quel niveau il est en Italie? Et il est extrêmement bas dans des pays comme Pas en l'Allemagne, Italie. comme En la Italie, je pense, si je ne me Grande-Bretagne. trompe pas, on est aux alentours de 11 en Italie encore, en Oui, taux de mais chômage. il y a beaucoup d'autres pays comme les États-Unis. Vous avez une très grande flexibilité où le taux de chômage est quasiment taux de chômage de plein emploi. Bon. Donc, ce n'est pas uniquement avec la réforme du droit du travail qu'on va régler le problème du chômage. Il y a aussi la croissance. Donc ça, c'est un élément très fort sur lequel le gouvernement est très engagé. Ça fait partie aussi du programme d'Emmanuel Macron. Il y a la capacité aux entreprises à innover. Moi, je suis un entrepreneur, donc je veux bien qu'une entreprise qui n'innove pas, elle est condamnée et elle va détruire de l'emploi. Il y a beaucoup de choses dans ce sujet. Mais cette réforme du droit du travail, elle est très importante sur le plan psychologique, vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de ceux qui créent des emplois et qui prennent du risque. Notamment les TPE, les PME. Entrepreneurs. Les TPE, les PME qui, on peut le dire pour le coup, et c'est bien, ont été choyés. Il y a moins de bâtons dans les roues pour les patrons de TPE et de PME. Encore une fois, moins de 50 salariés, on pourra négocier sans passer par les syndicats. Voilà. Mais moi, j'aime pas trop ce discours. On dit, tiens, on a fait un cadeau aux uns, puis pas un cadeau aux autres. Non, mais les patrons de TPE et PME, ils n'ont pas une armada de conseillers pour les aider. Il s'agit de faciliter la création d'emplois. Or, aujourd'hui, ceux qui décident de créer un emploi de marketing, un emploi opérationnel sur une chaîne de production, une nouvelle vendeuse dans un magasin. Ceux qui décident ne sont pas les syndicats et ce n'est pas M. Mélenchon. Ce sont des gens qu'on appelle des entrepreneurs. Alors si ceux-là, ils n'ont pas envie de créer d'emplois, on a beau faire tout ce qu'on veut, on a un pays qui ne crée pas d'emplois. Donc il faut donner envie à ces gens-là de créer des emplois. C'est exactement ce que fait le gouvernement. Chapeau. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant dans les arbitrages, selon vous, qui ont été rendus dans ces ordonnances, entre le plafonnement à 20 mois des indemnités au prud'homme, entre le CDI de chantier qui est étendu, entre les plans sociaux qui sont un peu facilités? Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant, tout simplement? Alors, symboliquement, on va dire que c'est cette idée d'alléger l'incertitude. Plus puissant pour créer de l'emploi, encore une fois. Par exemple, cette idée du plafonnement des indemnités, c'est une idée de bon sens. Quand vous avez une entreprise qui a 40 salariés et qui a un profit tout petit, c'est-à-dire à la fin de l'année, il n'y a pas beaucoup d'argent. On peut très bien basculer dans le redressement judiciaire assez rapidement parce que l'entreprise, elle est tangente. Bon. Si vous ne savez pas ce que va vous coûter un licenciement, 2 licenciements, 3 licenciements, que c'est le gros point d'interrogation avec des gens qui sont prud'hommes et qui vont décider souverainement. C'est combien c'est en moyenne, le contentieux prud'homme? Et le problème des moyennes, c'est que ça cache des hauts des grosses et des bas. disparités. Bien sûr. Donc, limiter l'incertitude, créer un environnement qui soit plus balisé pour prendre des décisions, ça, c'est du bon sens. Parce qu'un entrepreneur, il a besoin avant tout de ça, d'avoir un environnement qui soit rassurant. Et en France, la mesure la plus efficace, c'est celle-là pour vous? C'est le plafonnement? Je pense qu'elles sont toutes complémentaires, elles sont toutes assez pragmatiques, elles ont toutes été validées par d'autres pays, ça a marché dans d'autres pays. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France. La France n'est pas un pays différent des autres sur qui est un entrepreneur, pourquoi il crée de l'emploi, est-ce que le cahier des charges va bien? Alors oui, on embauche, mais est-ce que quand on embauche, on a aussi besoin du frein? Mais vous admettez que malgré tout, la balance penche plutôt du côté de la flexibilité plus que de la sécurité. On attend d'avoir la réforme, encore une fois, de la formation professionnelle. C'est une appréciation de caractère idéologique. Vraiment? Moi, ça ne m'intéresse absolument pas de dire ah, oui, c'est plus l'un, c'est plus l'autre. Non, mais c'est assumé parce que c'est pour créer de l'emploi. Mais il y a déjà énormément de sécurité en France. La sécurité, on avait quasiment tout ce qu'on peut imaginer. On avait le système de droit du travail le plus sécurisant de tous les pays européens. Là où on était très très en retard, c'était sur la flexibilité. On rattrape avec un peu plus de flexibilité. Ça ne veut pas dire pour autant que les salariés ont moins de sécurité qu'avant. Ça ne veut pas dire pour autant que les salariés français sont moins… Ce que nous dit Philippe Martinez, peut-être qu'on aura des images, il nous dit quoi, le patron de la CGT, on ne sait pas s'il a créé les emplois, mais il dit qu'il y aura moins de droits pour les salariés, il prend les exemples, il est remonté contre l'apparition de cet objet non identifié, des ruptures conventionnelles maintenant collectives. Il dit que c'est une façon d'éviter des plans sociaux qui sont très encadrés par la loi. Les primes. Martinez, il devrait regarder une chose, c'est que les ruptures conventionnelles, c'est exactement ce que tous les salariés aujourd'hui recherchent. Vous avez une sorte de plébiscite sur les ruptures conventionnelles individuelles. Donc si ça a si bien marché pour les salariés, c'est eux qui sont en fait bien souvent demandeurs de ce type de solution de transaction à l'intérieur d'une entreprise, on peut imaginer que l'étendre à un groupe de salariés n'est pas idiot. Oui, mais il était hier soir sur RTL, on voit les images. Il nous dit, Philippe Martinez, les primes d'ancienneté, primes de nuit, primes de 13e mois, pourraient être revues à la baisse par négociation justement en entreprise.
Une négociation dont on connaît d'avance les débouchés, ce n'est pas une négociation. Je crois que Si M. le bras de fer est Martinez, il équilibré, devrait si le bras de fer est regarder dans équilibré. le dictionnaire ce que veut dire négociation. Ça veut dire par définition, on négocie, on ne sait pas ce qui va aboutir comme résultat. Si le bras de fer est équilibré. En tout cas, en votre fort intérieur, Renaud Dutreil, pour vous, ça va créer de l'emploi. Oui, je crois que ça n'est pas la seule solution, il en faut d'autres, mais que c'est extrêmement important psychologiquement, économiquement, techniquement pour rassurer les salariés français et les entrepreneurs. Nous sommes enfin dans un pays adulte, adapté au monde d'aujourd'hui. Bon, on reste dans les projets de réforme, dans les réformes qui sont en cours. La fiscalité, ça vous intéresse aussi, Renaud Dutreil, la fiscalité, ISF, assurance vie, flat tax, par petites touches, on l'a vu, je ne sais pas si vous étiez au MEDEF, il y a 2 jours, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire se sont exprimés, ont dévoilé un peu leur intention sur le nouvel ISF qui nous attend, l'impôt sur la fortune immobilière. On rappelle, on le sait, mais on le redit, ne seront plus taxés. Enfin, on sort tout ce qui est placement financier de l'assiette. Est-ce que pour vous, c'est une mesure qui va coûter, je crois, 3 ou 4 milliards d'euros au budget? Est-ce que c'est de nature vraiment à faire revenir les Français qui sont exilés, à relancer la machine? Alors, et ce n'est pas juste un cadeau pour les riches? Les Français exilés qui reviennent, c'est très très bien. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que des gens qui mettent leur argent dans une entreprise, ils peuvent le perdre. Ils prennent des risques. Il faut les inciter au maximum à investir dans le risque, l'économie du futur, l'économie française. Donc, tout ce qui empêche les gens de mettre du capital dans les entreprises françaises, c'est contre-productif. Oui, mais quand on fait du private equity, on comprend bien évidemment qu'on investit en capital pour créer des usines, des machines, des logiciels. Quand on achète une action, c'est pour toucher un dividende, pour faire une plus-value. Oui, une action, c'est de l'argent qui sert à l'entreprise pour investir en R&D, embaucher, pour se développer, pour aller sur des nouveaux marchés. Quand on fait une augmentation de capital, mais quand on achète en bourse un titre en bourse, c'est une un entreprise placement qui génère pas nécessairement plusieurs solutions pour aller chercher du capital et les marchés sur lesquels il y a des actions font partie de ces solutions. Donc il ne faut pas considérer que les marchés financiers sont déconnectés de la vie des entreprises. C'est une des sources de capital. Quand vous avez une entreprise, vous pouvez avoir du capital privé non coté et vous pouvez avoir du capital coté. Ce sont 2 sources de financement. Il ne faut pas les considérer. Mais il n'y a pas comme d'idéologie des quand même différentes. derrière cette idée que il faut taxer, entre guillemets, l'immobilier, que ce n'est pas quelque chose de productif. Quand on crée des nouveaux immeubles, on crée de l'emploi, non? Hier, on avait le patron de Kaufman & Broad qui était là, Nordine Hachemi, qui disait pour chaque, ça crée 2 emplois. J'ai été le seul ministre au cours des 25 dernières années à faire une réforme de l'ISF. Bon, alors j'étais allé voir le président Chirac et je lui dis il faudrait qu'on fasse une réforme de l'ISF pour investir davantage dans les PME. Alors il me dit si tu dis c'est une réforme de l'ISF, on va avoir des tas de problèmes. Si tu dis c'est une réforme pour les PME, là les Français vont être d'accord. Bon, vous voyez, même réforme. Donc tout dépend de la façon dont on explique les choses. Si on dit aux Français cette réforme de l'ISF, ce n'est pas pour faire plaisir aux riches, on n'a aucune envie d'aider les riches plus que d'autres, ce n'est pas un cadeau qu'on fait. C'est parce que cet argent-là, au lieu d'aller dans la poche de l'État, il va aller dans des projets qui vont créer à la fois de la recette fiscale, c'est-à-dire que l'État ne sera pas perdant. Enfin, on ne sait pas trop où cet argent va aller, on ne va pas spéculer sur ce que vont faire les gens. Mais on est dans un pays libre, on ne peut pas non plus imposer aux gens bien sûr, dans un pays libre. Donc c'est normal que les gens aient la liberté d'investir leur argent là où ils veulent. Bien sûr. Mais plus il y aura d'argent qui s'investira dans l'économie française, et les PME en particulier, mieux ce sera pour l'emploi, pour les Français, et aussi pour la cagnotte des collectivités locales, de l'État, de la sécurité sociale. Donc tout ça est un cycle. Bien souvent, en France, on met des barrages et on pense que ces barrages sont justes et efficaces. En réalité, ces barrages, ils appauvrissent tout le monde, y compris les plus pauvres, qui sont les victimes à la fin du compte. Perdant. Il y a une zone de flou, vous avez remarqué, sur certains actifs immobiliers dans le cadre de cette nouvelle base taxable de l'impôt sur la fortune immobilière. On ne sait pas trop l'investissement Pinel, les SCPI, la pierre papier cotée, si ça rentrera ou pas dans cette base taxable. Moi, à partir du moment où on met en place une flat tax à 30%, je souhaite que l'assiette soit la plus large possible. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, comme souvent en France, des exceptions qui font qu'à la fin, on ne comprend plus rien. Mais simplicité, ça c'est l'ISF, là on parle de l'ISF. Oui. Mais c'est un ensemble, c'est 3 réformes, c'est IS, ISF et flat tax. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le gouvernement, encore une fois, d'abord, c'est tenir une promesse qui a été faite par Emmanuel Macron. Donc c'est bien de voir des politiciens, des politiques, des responsables qui tiennent leurs promesses. Deuxièmement, ça a été validé par les Français. Ils ont voté pour Emmanuel Macron et il y avait tout ça dans le programme. Donc ils ne sont pas surpris. Donc pour vous, on fait quoi sur les CPI, l'investissement immobilier locatif? On le met ou pas dans la base taxable de cette nouvelle impôt sur la fortune immobilière?
Bon, je pense Ou que la logique des choses, hybride. si vous voulez, c'est déjà de faire un grand pas en avant sur l'ISF en sortant le capital qui s'investit directement dans les entreprises. Et aujourd'hui, on a besoin surtout de soutenir l'industrie. Moi, je suis un industriel, c'est-à-dire que ce qui me passionne aujourd'hui, c'est le travail français industriel. C'est là qu'il faut que le capital aille. Demain, on va devoir moderniser considérablement nos outils de production. On est très en retard. Ouais. Hein, on va devoir investir en innovation. On va devoir aller sur des marchés étrangers. Il y a besoin de capital pour ça. Et donc, je préfère que le capital il aille là plutôt qu'à Bercy en ce qui concerne l'ISF. Bon, sur le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, enfin cette flat tax sur les revenus financiers, pendant la campagne, vous avez suivi, c'était 30%, autour de 30%. De nouveau, Darmanin, le ministre Darmanin des Comptes publics, nous dit que ce sera de l'ordre de 30%, prélèvements sociaux inclus, il faut le préciser. Ça veut dire pas au final qu'on sera quand même au-dessus. Ça va se finir avec, on en sera à 32-33% avec une trajectoire de baisse sur 5 ans pour aller à 30%. Je crois que le président a été très clair au cours de la campagne. Il a dit 30%, il me semble. Donc, que 30%, vous l'avez suivi de près, donc on peut… Voilà, que 30% soit le résultat à la fin du quinquennat sera déjà considérable. Moi, je souhaite que ça soit au début du quinquennat. Pourquoi? Parce qu'au moins, c'est simple. On sait à quoi on s'attend. Et quand on compare avec les autres pays développés du monde, on sera à peu près dans la moyenne, ce qui aussi est très important. Donc, un impôt simple. Aujourd'hui, c'est une usine à gaz, hein, parce qu'il faut calculer le nombre d'années pendant lesquelles il y a les abattements. Il y a des abattements. C'est typiquement français, c'est un bazar indescriptible. Là, une réforme qui, une fois de plus, prend la simplicité comme un argument symbolique et politique. Ça, c'est très, très important. Et donc, je crois que cette flat tax, elle doit être à 30%, incluant les prélèvements sociaux, et puis le faire le plus vite possible sera le mieux. Et ceux qui sont en dessous, évidemment, resteront, ne choisiront pas pour la flat tax, ceux qui ont en tranche marginale sont en dessous. Bien entendu, choisir. Et je comprendrais tout à fait, moi, qu'une large partie de l'assiette soit utilisée pour cette taxe. Il y a le sujet de l'assurance vie. Bon, si on multiplie les dérogations… Justement, sur l'assurance vie, parce que ce qui est clair, voilà, c'est qu'au-delà de 150 000 euros, alors je n'ai pas compris si c'est par tête, par contrat, par foyer, pour le coup, il y aura cette flat tax à 30%, donc les petits contrats, pour le coup, pourront rester à 23% au bout de 8 ans. Mais les compagnies d'assurance devraient d'ailleurs se dire il faut chercher du rendement. Elles ne sont pas contentes, les compagnies d'assurance. Pourquoi? Parce qu'elles ont aujourd'hui des placements… Pour leurs gros clients, ça coûtera plus cher en impôts. Oui, mais elles ont aujourd'hui des placements qui sont très peu rentables. Elles feraient beaucoup mieux d'investir davantage dans les PME, dans les entreprises, pour améliorer le rendement des contrats d'assurance vie. Donc plutôt d'avoir ce discours défensif, oulala, surtout attention à cette flat tax, ferait beaucoup mieux d'investir massivement, en tout cas dans les pourcentages raisonnables, dans les entreprises, plutôt que de tout mettre sur des placements qui sont très peu rentables aujourd'hui, avec les taux monétaires que nous avons. Qui sont très bas. On dit que la profession de l'assurance réfléchit justement à une solution alternative pour rester à 23%, mais en contrepartie, avoir une durée de détention plus longue, de passer de 8 ans à 10-12 ans, et plus justement d'investissement en action. Ça pourrait être une voie de passage. Nous avons besoin de ça en France. Que l'argent des Français qui investit dans les contrats d'assurance vie… 80% de fonds euros, donc financement notamment du budget de l'État. Doit aller davantage dans les entreprises. Les rendements seront plus élevés et ça a beaucoup plus de sens pour l'intérêt général. Plus de rendement, plus de risques aussi, plus de risques, faut le dire. Mais si vous regardez sur les 30 dernières années, vous apercevez qu'investir dans une entreprise fait finalement le meilleur placement possible. À horizon 30 ans. On finit sur l'impôt sur les sociétés. C'est intéressant parce que le gouvernement nous dit voilà, on passe de 33 à 25. Alors si on est honnête, on ne passe pas de 33 à 25 parce qu'on est déjà pour partie à 28. Le gouvernement Hollande a quand même fait des choses en cette matière. C'est 11 milliards d'euros quand même sur 5 ans qui est mis sur la table. Là, les TPE, les PME ne sont pas choyées parce que pour le coup, elles sont déjà pour partie à 28%. Alors il y a des seuils en fonction des profits, mais pendant 2-3 ans, elles vont rester à 28%. Et après, tout le monde passera à 25 là aussi, sur 2021 et 2022. On paye très cher en France le fait d'avoir des taux faciaux comme ça qui, vus de l'extérieur, vus des investisseurs internationaux, sont incompréhensibles ou très élevés. Bon, le fait de dire alors on va à 28 pour tout le monde, ça c'est 25 à la fin. En 2022. Eh bien, ça c'est un argument très très fort pour attirer des capitaux en France. Mais encore une fois, c'est très simple, la logique du gouvernement et du président de la République, c'est muscler notre économie pour qu'elle puisse résister à la compétition internationale et créer des emplois pour des Français qui aujourd'hui tapent en vain depuis très longtemps à la porte de l'emploi et du plein emploi.
Donc, on finit là-dessus. Renaud Dutreil, vous n'êtes pas déçu par les premiers arbitrages parce que on voit encore une fois, on ne gouverne pas que des sondages, mais encore qu'on a toujours un petit œil dessus, vous le savez très bien, était meurtrier pour le président de la République en termes de sondage. Là, on rentre dans le dur avec, pour le coup, les premiers arbitrages sur la loi travail qui vont moins loin que ce que le gouvernement allait, mais il fallait bien qu'il y ait une discussion et une concertation avec les syndicats. Il y a le projet de budget qui va arriver, on voit les premiers arbitrages en matière de fiscalité. Vous n'êtes pas déçu de l'avoir soutenu? Moi, il n'y a pas trop de décalage finalement entre les promesses et les actes? Très admiratif de ce président. C'est toujours la première fois que nous avons un président qui assume sa responsabilité, qui ne va pas à la recherche des sondages favorables. Non, parce que ça, c'est vraiment pas de la politique. On n'attend pas d'un président de la République. Bon, il y a eu des couacs aussi. Il y a eu des sondages tous les matins. Il y a eu des couacs dans la majorité. Il y a eu la crise avec le directeur le chef d'état-major des armées. Mais ce qui compte, c'est bâtir pour le futur, pour les Français. Et les Français jugeront ce président dans 5 ans. D'ici là, il faut qu'il travaille avec son gouvernement, avec sa majorité, avec les Français, les partenaires sociaux, et qu'on puisse un jour avoir le fruit de tout ce travail, ce courage. Et moi, je dis chapeau aujourd'hui au président de la République. Bon, on en reparle dans quelques temps, vous revenez nous voir. Absolument. Merci à vous. Renaud Dutreil, ancien ministre des PME, ça vous le savez, et président de Mirabeau Private Equity, était votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci. Merci.